Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir comme invité d'honneur de la faculté de philosophie de Bucarest la professeure Barbara Cassin, l'une des figures les plus influentes de la philosophie contemporaine. Elle est l'autrice d'une trentaine de volumes philosophiques traduits en de nombreuses langues, auxquels s'ajoute la direction d'un nombre similaire d'ouvrages collectifs. Je voudrais en mentionner seulement trois: l'exceptionnel livre Les Faits sophistiques, le merveilleux volume La nostalgie, Quand donc est-on chez soi, et bien sûr le monumental projet Vocabulaire européen de philosophie sous-titré Dictionnaire des intraduisibles, dont nous avons la chance d'avoir une version en roumain enrichie par un bon nombre d'articles rédigés par des chercheurs roumains couvrant des termes spécifiques à notre langage philosophique et dans la vision du monde propre à cet espace culturel. Cela, comme je l'ai dit hier lors de la cérémonie, est en parfaite adéquation avec l'idée clé du grand projet de la professeure Cassin qui se situe à l'égale distance entre les extrêmes de l'universalisme logique et du nationalisme ontologique, les deux expressions de la professeure Cassin. Elle a reçu en 2012 le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Elle est chevalière de la Légion d'honneur depuis 2014. En 2018, elle a été élue membre de l'Académie française et était devenue la 5e femme à recevoir la médaille d'or du CNRS, la plus haute distinction de l'espace académique français. À ces distinctions bien méritées s'ajoute depuis hier le titre de docteur honoris causa de l'Université de Bucarest. Je m'arrête ici et donne la parole à la professeure Cassin qui a choisi de nous partager aujourd'hui ses idées fraîches sur l'Odyssée, le sujet de son prochain livre, dont je vous invite. Bonjour à tous. J'espère que le français ne vous pose pas de problème. Tout le monde le comprend bien. Je vais essayer de parler distinctement, autant que je peux. Je me suis dit que j'allais vous montrer le prochain livre qui va sortir dans un mois, qui est le produit des conférences que j'ai faites au Louvre, au musée du Louvre. Et j'avais choisi comme thème l'Odyssée parce que au Louvre, on rouvre la galerie Campana, qui est une extraordinaire galerie que je vous invite à visiter, où il y a un nombre vraiment assez exceptionnel de vases grecs. Et du coup, j'ai choisi de faire un livre qui s'appelle L'Odyssée au Louvre, un roman graphique qui n'a rien à voir avec les romans graphiques habituels où on dessine, où c'est quelqu'un d'extérieur qui dessine. Mais là, ce sont les Grecs qui ont dessiné leur roman graphique sur les vases. Et je me suis toujours demandé comment la beauté des textes pouvait se marier, pouvait correspondre à la beauté des images, à la beauté des vases grecs, des céramiques grecques. Et donc, c'est cela qui m'a guidée, cette espèce de rapport métaphorique entre les deux, avec l'idée, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase d'Aristote, c'est le début de la métaphysique. C'est peut-être la plus belle phrase qui est écrite, à mon avis, en philosophie, c'est « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Bon, et ça continue, ainsi n'y en est, le plaisir pris aux sensations. Elles plaisent en elles-mêmes, à part du besoin, et surtout celles qui viennent des yeux. Donc voilà, j'espère que nous allons ensemble prendre du plaisir aux sensations qui viennent des yeux. Et ces sensations qui viennent des yeux, elles ne sont pas sans lien avec ce que Aristote désigne comme finalement la plus belle manière d'écrire, la plus belle manière de lire, de dire, qui est de faire en sorte que les mots, eux aussi, mettent sous les yeux. C'est le même terme, pro-ommatone, que les mots mettent sous les yeux chaque fois qu'ils signifient les choses en acte, energeia. Donc voilà, comment l'Odyssée signifie les choses en acte et comment ces choses en acte sont mises sous les yeux à la fois par les sons, par les mots et par les dessins. Donc c'est ça mon thème, si vous voulez. Et je voudrais commencer, vous allez voir tout au long, je vais
Ben, au fond, me laisser guider par Nietzsche. J'ai vu que vous aviez un très beau portrait de Nietzsche. Eh bien, je vais me laisser guider par Nietzsche parce que je crois que c'est celui qui a le mieux lu Homère et les Anciens. Qu'il l'a lu de manière, justement, la plus esthétique. Et la première phrase de Nietzsche, alors attendez, je ne suis pas sûre de savoir faire marcher ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis. Ça? Ah, la souris, je n'arriverai pas. Je suis nulle avec la souris. Ah, comme ça, d'accord. Oui. Bon, peut-être. Bon, vous voyez, je vous propose cette phrase de Nietzsche. Homère est un jugement esthétique. C'est quand même dingue quand on y pense. Homère, celui sur lequel, au fond, toute la littérature occidentale s'est fabriquée, c'est un jugement esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave. Je peux pas juste... Reste à côté. Je peux pas juste appuyer là-dessus pour continuer, moi? Si je fais juste... Cet ordinateur n'est pas le mien, déjà avec le mien j'ai des problèmes. Si je fais ça, mais oui, voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Donc, voilà, faire d'Homère l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée relève du jugement esthétique. Je trouve cette phrase quand même très peu orthodoxe. Hein. Alors ça veut dire, à mon avis, ça veut dire trois choses. Ça veut dire que Homère, il faut le mettre entre guillemets. Homère, il n'a jamais existé. Vous savez que c'est probablement une série d'Aèdes qui a fini par fabriquer un livre qui s'appelle l'Iliade et un autre qui s'appelle l'Odyssée, et à peu près de la même manière et à peu près en même temps que la Bible s'est faite. Donc vous avez d'un côté une sorte de Bible, c'est pas païenne, l'Iliade et l'Odyssée, et puis la Bible chrétienne, et les deux sont faites par des non-auteurs. Vous mettez ça entre guillemets. Homère n'est pas l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, c'est un jugement esthétique de dire qu'il est l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Donc, Homère, vous le mettez entre guillemets. Ensuite, le texte de l'Iliade et l'Odyssée, personne ne le connaît. C'est un ramassis un conglomérat, si vous voulez, très aléatoire, qui a été transmis, retravaillé, etc. Et, par exemple, Lucien écrit que quand il est aux enfers, il rencontre Homère, et Homère lui dit « Tous les vers qui ont été athétésés, c'est-à-dire qui ont été enlevés, mais c'est de moi !» Bon. Donc voilà, le texte de l'Odyssée, en l'occurrence, on ne sait pas. Et si vous avez regardé la collection Budet, la collection dans laquelle est la traduction de Bérard, mais vous voyez que c'est invraisemblable. Ça se balade partout, il y a le même texte qui est répété 3 fois, on l'enlève ici, on le remet là. Bref, ça affole les philologues. Donc, Homère n'existe pas, son texte on ne sait pas ce que c'est, et enfin, la langue d'Homère, personne ne l'a jamais parlé. Ça n'est pas la langue grecque, c'est un autre type de langue, plus complexe, avec beaucoup de langues régionales mélangées, et surtout quelque chose qui est transformé par la versification, pour aller avec les dactyles et les spondés. Donc, voilà, faire d'Homère l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée relève du jugement esthétique. Vous voyez une première image qui est celle de la muse. Hein, muse, l'homme met le moi en mots, c'est la muse qui insuffle au poète le texte. Et puis, vous voyez une deuxième image qui est celle d'un petit grec qui apprend à lire. Et il apprend à lire, en l'occurrence, dans Homère, dans un hymne homérique. Donc voilà, ça c'est la situation. Maintenant, j'avance. Et vous voyez, ça, c'est pas tout à fait... Il faudrait monter un peu. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait pour que vous voyez l'image complète, mais bon, tant pis, vous voyez un Rembrandt, vous le connaissez, c'est célèbre, hein, c'est Aristote. Non mais là, c'est sur mon ordinateur, c'est pareil, donc ça ne peut pas marcher comme ça, je pense. Ah, c'est pas mal ça, un peu mieux.
Ouais. Merci. Donc vous voyez Rembrandt, vous voyez dans le Rembrandt, vous voyez Aristote qui caresse le crâne d'Homère. Et puis Aristote a une médaille qui est le portrait d'Alexandre, son élève. Donc là vous avez à la fois la philosophie, la poésie et la puissance politique. Vous avez toute la Grèce, mais c'est quand même la poésie qui domine. Hein. Et à côté, vous avez un Chagall. J'ai tout le temps mis des contemporains à côté des choses antiques. Et vous avez un Chagall qui retranscrit la chose, et là vous voyez que lui, il ne coiffe plus Homère. Hein. Il n'y a plus de philosophe là. Bon, je continue. Si je peux. Oui, vous voyez, ça c'est la médaille qui contient Alexandre. Et je vous propose de réfléchir, dans tout ce que je vais raconter, à ce que c'est que le paganisme, à ce que c'est qu'être païen. Parce que c'est ça, pour moi, l'extraordinaire force de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est que ça nous enseigne ce que c'est que le paganisme. Ce que Nietzsche appelle la doublure de rêve. Les dieux comme doublure de rêve des hommes. Et j'aime beaucoup cette phrase de René Char, qui est nous ne jalousons pas les dieux, nous ne les servons pas, ne les craignons pas, mais au péril de notre vie, nous attestons leur existence multiple et nous nous émouvons d'être de leur élevage aventureux lorsque cessent leurs souvenirs. Pour moi, voilà une phrase qui dit ce que c'est qu'être païen. Et ce que c'est qu'être païen aujourd'hui même. Si j'avais à le définir d'une phrase, je dirais « celui qui arrive en face peut être un dieu ». Vous pouvez toujours courir avec les monothéismes pour imaginer que celui qui arrive en face peut être un dieu. Non. En revanche, quand vous êtes païen, eh bien, ça peut être Athéna, ça peut être Hermès, ça peut être Zeus qui arrive en face. Et donc, il peut être un dieu. Je crois que j'ai oublié d'éteindre mon téléphone et je sens qu'il va faire des siennes. Excusez-moi. Donc voilà, si vous voulez, la position de la question pour moi. Alors, je vais réfléchir avec vous à l'identité d'Ulysse, l'identité d'un homme grec. Et cette identité d'Ulysse, je l'ai découpée en 5 épisodes. Le premier épisode, c'est qu'il est mortel. Alors, là, moi, je ne sais pas comment vous avez fait pour monter la chose, pour qu'on voit tout. Expliquez-moi. Reste là. Ah, d'accord. Bon, très très bien. Donc voilà. À chaque fois, j'ai mis une phrase ou quelques phrases de l'Odyssée qui expliquent ce que je veux dire par là. Lorsque Ulysse, il est resté 20 ans, il est resté 10 ans chez Calypso. Et au fond, il était très très content. Ils se sont beaucoup aimés. Mais comme dit pudiquement Bérard, il ne goûtait plus les plaisirs de la muse. Très bien. Donc, à un certain moment, il a vraiment décidé de partir. Et Athéna, lors de la scène d'ouverture de l'Odyssée, dit à Zeus, enfin écoute, qu'est-ce que tu attends pour le faire rentrer chez lui? Zeus donc dépêche Hermès et dit, et Hermès vient dire à Calypso, il faudrait quand même que tu le laisses partir. Calypso proteste en disant, ah les dieux sont jaloux, ils ne supportent pas qu'une déesse ou qu'une déesse aime un mortel, mais évidemment elle accepte. Et Ulysse lui dit, écoute, sa déesse maîtresse ne m'en veut pas, je sais que Pénélope est devenue vieille, je sais que toi tu es immortel, je sais que ce que tu me proposes c'est l'immortalité, mais je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je veux rentrer chez moi. Bon. Voir Nostimon et Mare, le jour du retour. Et il décide donc, c'est sa première, enfin si vous voulez, c'est pour moi la première identité d'un homme, c'est d'être mortel. Donc je vous ai mis une phrase de Nietzsche là, cela fait une différence que ce soit Homère ou la Bible ou la science qui tyrannise les hommes. Bon, quand c'est Homère, ben voilà ce qui se passe. Et vous avez
de l'autre côté, Calypso, aux belles boucles, qui offre ses présents à Ulysse pour qu'il s'en aille, enfin, qui lui permet de partir. Et Ulysse sait ce que c'est. Ah, il me manque deux très belles choses. Je suis désolée. Il me manque deux très belles choses. Il me manque Ulysse construisant son radeau. Ulysse, il a un pied sur une amphore, un pied sur une autre amphore, et il part. Son radeau n'est pas comme ça, son radeau est un radeau de bois. Mais cette magnifique image qui tout d'un coup a disparu, j'ai pas fait attention, c'est Ulysse, comme ça, un pied sur une amphore et l'autre pied sur une autre. Et j'avais mis en face, c'est peut-être pour ça que ça a disparu, j'avais mis en face des migrants sur un radeau de bouteilles. Parce que c'est ça. Ulysse, c'est celui qui part pour retrouver un ailleurs, qui est en l'occurrence pas chez lui. Et je veux dire, il affronte la mer démontée, il affronte tout, et voilà. Donc Ulysse sait ce que c'est que mourir. Il sait ce que c'est qu'être mortel parce qu'il a déjà été, chose incroyable, il a été aux enfers. Et c'est avec Circé, c'est Circé qui lui a dit d'y aller, il y est allé, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que les enfers. Et vous voyez là, il a sacrifié aux enfers les victimes, le sang, etc. Et il y a Tirésias là qui émerge. Je trouve ça extraordinaire. La tête de Tirésias qui émerge pour dire sa prophétie. Et sa prophétie, Tirésias, elle est terrible. Elle est, tu vas rentrer, mais il va falloir que tu repartes. Tu verras Ithaque, mais tu repartiras. Et tu repartiras jusqu'à ce que, et on verra ça tout à fait à la fin, mais je vous dévoile la fin, tu repartiras jusqu'à ce que tu croises quelqu'un qui te dise, étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule? Cette pelle à grains, ça sera une rame. Autrement dit, jusqu'à ce qu'on soit suffisamment loin de la Méditerranée pour ne plus du tout savoir ce que c'est qu'une mer. Voilà. Et donc, quand il aura été suffisamment loin, enfin, il pourra rentrer chez lui et vivre entre les siens le reste de son âge. Tant qu'il n'a pas fait ça, tant qu'il n'aura pas été encore plus loin, et jusqu'à ce qu'on ne connaisse plus la mer, peut-être que j'explique que Ulysse est poursuivi par la haine de Poséidon. On va voir pourquoi. C'est parce qu'il tue son fils, c'est parce qu'il aveugle le Cyclope, qui est un fils de Poséidon. Donc Ulysse est poursuivi par la haine de Poséidon, et le seul moment où la haine s'arrêtera, c'est quand, allant suffisamment loin justement pour qu'on ne connaisse plus la mer, Ulysse fera une immense hécatombe, un immense sacrifice à Poséidon. Et il plantera sa rame en terre, et voilà, à ce moment-là, la mer ira jusqu'au fin fond de la terre. Donc, pour l'instant, je vous montre Ulysse aux enfers. Vous voyez bien, vous connaissez Cerbère, vous connaissez... Ça, c'est Elpénor qui arrive, qui surgit lorsqu'Ulysse fait son sacrifice aux enfers. Et Elpénor surgit parce qu'il s'est cassé la figure chez Circé. Et donc, il est resté sans être enterré. On dit, il faudrait m'enterrer, moi, il faut revenir. Mais, si vous voulez, c'est extrêmement beau, tout ça. Je voulais vous montrer cette beauté-là. Donc, je continue. Voilà, ça, c'est simplement pour vous montrer que quand on est mort, il n'y a plus rien. Mais ce truc-là, c'est énervant. Vous appuyez. Vous appuyez ça. Sortir de la fenêtre et appuyer. Sort de la fenêtre, voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des belles morts. C'est des morts de guerriers au combat qui ont été... Je veux bien, hein. Ah. Oh non. Là j'ai dû appuyer trop fort.
vous permet tout. Donc voilà, donc ça c'est des belles morts, et vous voyez, ce qu'il y a aux enfers, c'est ça. Je trouve que ce Saint Tombly, c'est absolument magnifique. C'est lui qui dit, il s'intitule, je crois, Les âmes des guerriers, l'âme, c'est Shades of Eternal Night. Shades of Eternal Night, c'est ça, c'est rien. Quand la mort nous prend, voici la loi, les nerfs ne tiennent plus, ni la chair ni les os, tout cède à l'énergie de la brûlante flamme. Dès que l'âme a quitté les ossements blanchis, l'ombre prend sa volée et s'enfuit comme un songe. Voilà ce qui reste quand on est mort. Je crois que Saïd Tombly l'a magnifiquement peint, saisi. Et à côté, vous avez l'île des morts de Buckley. Bon, voilà. Si vous voulez, à chaque fois, j'ai essayé de faire un contrepoids contemporain. Le deuxième épisode, donc une fois qu'on est mortel, ça vient, peut-être. Une fois qu'on est mortel, qui est quand même la première caractéristique des hommes, que peut-être les dieux nous envient, parce que c'est la seule chose qu'ils ne connaissent pas. Hannah Arendt dit que les dieux nous envient ça. La deuxième caractéristique d'un homme, c'est qu'il a un nom. Et le cyclope, la scène du cyclope, est là autour du nom d'Ulysse. Et en même temps, vous allez voir qu'il y a une chose tout à fait contemporaine qui se passe. C'est, à mon avis, c'est l'invention du signifiant. Alors, là, il y a une faute de grec, là, c'est pas oudeus, c'est oudeis. Oudeis et moigonoma, outin des, mais qui clés aussi, meter et des pater, et d'aloi, pantes et taïrol. Quand le cyclope demande à Ulysse comment tu t'appelles, il lui dit personne. Personne est mon nom. Outis. Personne, c'est ainsi que m'appellent mon père, ma mère et tous mes compagnons. Personne extraordinaire. Ou tis, pas quelqu'un. Je m'appelle pas quelqu'un. C'est alors que Ulysse invente la ruse qui consiste à enivrer le cyclope et quand il est endormi, avec tous ses compagnons, lui crever son œil. Donc voilà ce qui se passe, vous voyez. Hein, bon, il y a des milliers d'images du cyclope en train de se faire crever l'œil. Mais ce qui se passe, c'est que à la fin, Ulysse et ses compagnons s'enfuient. On va le voir peut-être, c'est pas tout à fait l'ordre. Oui, vous voyez, là, on n'arrête pas d'éradiquer l'œil du cyclope. Voilà, schlac, 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 dans toute la Méditerranée, on montre ça. Partout, il y a des images comme ça. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, la ruse consiste à faire bouger le rocher que personne n'arrive à faire bouger, le rocher avec lequel Polyphème a fermé sa grotte. Et pour le faire bouger, comme Polyphème est un bon berger, eh bien, il va laisser sortir ses brebis pour les faire manger, pour les faire brouter, et donc il faut s'accrocher aux brebis. Vous savez, c'est la fuite de tous les Grecs, voilà, qui s'accrochent, c'est assez beau, ils s'accrochent sous les brebis, et Ulysse se reconnaît à ce que c'est lui qui porte le glaive. Bon. Donc il s'accroche, et ils arrivent à s'échapper. Donc ils ont énucléé le cyclope, qui ne voit plus rien, qui tâte ses brebis, mais qui ne se rend pas compte que les Grecs s'enfuient. Et il se passe une chose assez extraordinaire, c'est ça que j'appelle l'invention du signifiant, c'est que lorsque Ulysse et ses compagnons s'éloignent, Ulysse ne peut pas résister à l'envie de dire « Hé, Cyclope, tu sais, c'est Ulysse, le fils de Laërte, qui t'a aveuglé. » Et
à ce moment-là, Polyphème envoie un énorme rocher, et comme il ne vise pas très bien parce qu'il ne voit rien, bon, ça tombe juste à côté. Mais Ulysse ajoute, c'est ma métisse qui t'a trompé. Et métis, pour ceux qui font du grec, c'est le même mot que outis. Il y a deux sortes de négations en grec. Une négation de fait, le ou, et une négation de droit, absolument pas, interdit de, c'est le mais. Outis et métis, c'est le même mot. Sauf que métis, c'est aussi celle-là, cette femme-là, qui, la ruse, si vous voulez, qui est la première femme de Zeus, que Zeus a avalée parce qu'il avait peur qu'elle lui fasse un enfant, un fils qui le détrônerait, et donc il l'a avalée, moyennant quoi c'est lui qui est enceinte, si j'ose dire, et sort de son crâne Athéna. Donc ça c'est la naissance d'Athéna avec Métis sous le tabouret. Donc outis et métis, c'est le même mot, sauf que c'est deux manières de dire personne, sauf que la deuxième est une équivoque qui veut aussi dire la ruse. Vous savez, la métisse des Grecs, hein, c'est celle du poulpe, c'est celle du sophiste, c'est celle d'Ulysse. Voilà, et donc vous avez quelques images pour faire bon poids du Cyclope par Odilon Redot, que je trouve absolument magnifique. Donc voilà à quoi, voilà, là c'est, je me suis amusée quoi. Vous voyez bien que l'œil s'envole comme un ballon bizarre. Bon. Donc Ulysse joue avec son nom. Non seulement il est mortel, c'est le premier épisode, mais il a un nom, personne, et puis personne, Ultis, Métis, Ulysse, fils de Laërte. C'est la deuxième composante, si vous voulez, de l'identité d'un mortel. La troisième composante pour moi, le troisième épisode, c'est celui des sirènes. Alors là, il y a pour moi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un peu grand. C'est un peu grand. Sur le minus. Il faut que Dans le je fasse coin. quelque chose. Que je... Oui. Voilà, c'est là. C'est moi qui suis désolée de ne pas savoir faire ça. Voilà, c'est pas mal. Donc vous voyez là, il se passe quelque chose d'extraordinaire à mon avis, quelque chose de fondamental par rapport à ce que c'est que le rapport entre philosophie et, on va dire, littérature, mythos et logos, si vous voulez. Schleiermacher dit, en grec, il n'y a pas d'indice de citation. Vous savez qu'il n'y a pas de guillemets. C'est un imprimeur, Guillaume, dit-on, qui a inventé les guillemets pour dire que ça, c'est une citation. Mais ce que dit Schleiermacher, c'est souvent une particule, un simple mot, est l'indice d'une citation. C'est un doigt levé. Et bien là, il y a un mot qui, pour moi, a été un doigt levé. C'est le mot de empédon. M, dans, sur, pédone, le sol, pouce c'est le pied, pédone c'est la plaine. Donc empédone, ça veut dire là, posé bien sur le sol. Eh bien, il se trouve que j'ai traduit le poème de Parménide, j'ai beaucoup travaillé les présocratiques, et que dans Parménide, il y a un mot qui m'a fait bizarre, c'est lorsqu'il décrit l'être, la sphère de l'être, il dit empédone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une sphère qui est empédone? Ça veut dire quoi? Bon. Eh bien, empédone, c'est cet index levé qui renvoie à la scène des sirènes. Lorsque Ulysse passe au large des sirènes, il se fait attacher au mât pour ne pas sauter à la mer et ne pas se perdre et devenir des ossements comme tous les autres marins qui se sont laissés charmer par les sirènes. Donc il se fait attacher au mât, mais il peut entendre le chant des sirènes et il a évidemment, vous vous souvenez, bouché les oreilles à la cire de tous les rameurs pour qu'ils restent tranquilles, là, ces petits esclaves, bien tranquilles, à ramer.
Et il passe au large des sirènes, empedon oti menei. Il reste là, empedon, les pieds solidement plantés dans le sol du navire, hein, sur le plancher. Eh bien, ce sont ces mots, ces mêmes mots, dont Parménide se sert pour dire l'être, lorsque, au fragment 12, au fragment 8, au fragment 8, il décrit l'être. L'être est une sphère qui est attachée dans des liens puissants, empeirasi desmon, qui est empedon, qui est planté là au sol. Kai utos empedon oti menei. Le même est restant dans le même, il se tient en soi-même, et c'est ainsi qu'il reste planté là au sol, l'être, la sphère de l'être. La sphère de l'être, elle est comme Ulysse. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, quand on réfléchit, on dit oh, il y a le mythos, et puis après il y a le logos. Mais on rigole. Le mythos et le logos, les voilà ensemble. Hein. Et ça, c'est quelque chose. J'ai été toujours très surprise que personne ne l'ait vu. C'est tellement, ça crève les yeux. C'est peut-être pour ça que personne ne le voit. Mais empedon, autoti mimno, je reste là, et voilà que empedon est la sphère de l'être. Attaché dans les limites de liens puissants, vous savez, ananke, c'est le coude qui se recouvre. Donc voilà, Ulysse comme l'être. L'être, au fond, ou l'être comme Ulysse, plus exactement, car Ulysse est là d'abord. Donc voilà, ça pour moi, c'est une découverte très importante, que l'Odyssée soit la matrice du poème, du premier poème qu'on dit ontologique, du premier philosophe, hein, celui dont Heidegger dit vous pouvez fermer tout, il n'y a plus besoin, hein, fermer tous les livres. Vous lisez le poème de Parménide, vous pouvez tout fermer. Et puis c'est plus la peine d'écrire non plus, hein, sauf que lui il n'arrête pas. Voilà. Donc voilà cette scène sublime. Vous voyez Ulysse attaché au mât, les sirènes qui chantent. Bon, Platon contre mer, voilà l'antagonisme complet, réel, dit Nietzsche. Et là, il y a la sirène qui, c'est très intéressant, sur le vase, dit « Seirène Aimi », je suis la sirène. Autrement dit, c'est l'identité réflexive, la sirène. Elles ne disent quasiment rien à Ulysse, elles disent « Viens ici, Ulysse t'enchanté, gloire de l'Achaïe, nous allons te dire tout ce que tu sais déjà, hein. Qui tu es, etc., tout ce que tu sais déjà. L'Iliade dans l'Odyssée, si vous voulez, mais ces 3 vers. Eh bien, je crois que c'est très très important, parce que je crois que c'est là qu'il s'agit du passage de témoin entre le mythos et le logos. C'est dans cette scène-là, empedon autoti mimno. Et le terme de empedon, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'est important, et on va le retrouver pas mal de fois, à des moments essentiels dans l'Odyssée. Et le dernier moment, j'anticipe un peu, mais c'est pas grave, le dernier moment, c'est le moment où Ulysse et Pénélope se reconnaissent. Enfin, Pénélope accepte enfin de reconnaître Ulysse. Pourquoi? Parce qu'il est le seul avec elle à savoir que leur lit est empedon. Le lit conjugal, c'est comme ça. Hein? C'est comme Ulysse attaché au mât, c'est comme l'être, ça c'est le lit conjugal. Pourquoi? Parce que Ulysse l'a creusé dans un olivier encore en terre. Donc, il ne peut pas bouger, son lit. Et quand Pénélope dit « Eh, nourrice, bon, d'accord, allez, c'est toi, Ulysse. Nourrice va préparer notre lit. » Ulysse bondit et dit « Femme, qui donc a déplacé mon lit ?» Elle lui saute dans les bras, elle dit « Ah, c'est toi. C'est toi, Ulysse. » Parce que empedon est leur signe de reconnaissance. C'est un signe qui est lui-même dit empedon, et le lit est empedon. Comme Ulysse est empedon, comme l'être est empedon. Vous voyez, ce tout petit adjectif, très busy, je veux dire très banal, empedon, c'est
une espèce de ligne à suivre. Et je crois que c'est très très intéressant de réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont des indices. Dès qu'ils sont un tout petit peu déplacés, c'est vraiment bizarre quand même que l'être soit empédon. Il n'y a pas de pied. Bon, ben, voilà. Vous avez tout ça qui est dans empédon. Donc, après, je me suis amusée avec les sirènes. Vous voyez, il y a beaucoup d'images de sirènes où elles ressemblent vraiment à des vautours, où elles sont terrifiantes. Et puis, j'ai même pris des images contemporaines atroces de sirènes, voilà, de Chéri Samba, et puis une chimère nommée Sirène au Japon. Bon, peu importe. Donc voilà, mon deuxième temps, c'est avoir un nom, Outis Métis, et mon moment des sirènes, mon troisième temps, c'est être soi-même, être ligoté à soi, avoir une identité ferme, empédon. Voilà. Donc, être un homme, être mortel, avoir un nom, et pouvoir jouer sur le signifiant. Et maintenant, être identique à soi, avoir une réflexivité, comme les sirènes, voilà, comme Ulysse, au large des sirènes. Maintenant, alors je fais là, c'est pas, vous savez, les sirènes, elles se caractérisent par leur voix. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Hélène, et donc j'ai en plus essayé de montrer comment Hélène était là une femme, pour parler comme Lacan. C'est-à-dire que, vous voyez, le magnifique cheval de Troie, vous savez que les guerriers grecs sont à l'intérieur. Donc quand le cheval est rentré dans Troie, tous les guerriers grecs sont rentrés dans Troie. Et qu'est-ce que fait Hélène, qui n'a pas toujours choisi son camp, hein? Hélène, elle fait le tour du cheval en appelant chacun des guerriers par son nom, mais en imitant la voix de sa femme. Donc Hélène appelle, je ne sais pas, la seule personne qu'elle appelle en gardant sa voix, c'est Ménélas. Et tous les autres, elle les appelle en imitant la voix de leur femme, qui est quand même extraordinaire. Et quand vous regardez ce qui se passe dans Bérard, par exemple, Bérard enlève ses vers. On dit, mais on ne voit vraiment pas pourquoi elle aurait fait ça. Et Jacques Ottet, qui traduit en français, ne dit pas mieux, oh, ça veut peut-être dire que Hélène parlait troyen. C'est n'importe quoi. Personne ne comprend que ce dont il s'agit, c'est que justement, Hélène, c'est toutes les femmes. Hélène, c'est là une femme. Voilà. Donc, pour moi, ce que peut faire la voix, ça a à voir, ce que fait la voix d'Hélène, ça a à voir avec ce que peut faire la voix des sirènes. C'est-à-dire que c'est un attrait définitif. Alors, voilà, là, peu importe, je vous ai montré des très belles Hélènes. Donc, mon quatrième épisode, ça n'est plus être soi-même, c'est parler. Et comment? Parler la langue des hommes, par différence avec la langue des dieux, et parler, tenir un discours efficace. Ça, c'est la scène avec Nausicaa. Donc, on va voir ça. Parler dans... Je m'arrête un instant là-dessus parce que... Voilà, ça c'est Circé, vous savez, elle transforme les hommes en cochons. Très bien, parfait. Félicien Rops fait Pornocrates, c'est la suite aux fins allemande de ça. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe l'invention d'un terme qui aura, sur lequel toute la philosophie va rouler, le terme de fusis. Il apparaît pour la première fois dans cette scène. Le terme de fusis, qu'on traduit par nature, mais qui veut dire pousser, vous savez, c'est ce qui pousse. Et ici, on ne sait pas trop comment le traduire. Il y a deux apax dans ces quelques vers. Ayant dit ces mots, le Dieu au rayon clair me donna le remède, pharmacone, vous avez tout Derrida derrière, qu'il avait déterré et m'en montra la nature, fusis. La racine était noire, mais la fleur était comme le lait. Les dieux l'appellent molue. Elle est difficile à arracher pour des hommes mortels, mais les dieux peuvent tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Circé, la drogueuse, transforme les hommes en cochons, ce qu'ils sont, mettons.
mais Ulysse, pour l'instant, n'a pas bu. Et il est prévenu par un de ceux par celui qui a échappé, parce qu'il n'a pas bu non plus. Donc il lui dit attention, attention, il ne faut pas boire. Donc Hermès arrive pour aider Ulysse à ne pas boire, ou plutôt pour lui fournir un contrepoison. Ce contrepoison, c'est cette herbe qui s'appelle Fucis. Fucis, c'est donc un apax. Ça n'est jamais apparu en grec, et ça n'apparaîtra jamais ailleurs dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Donc c'est ce qui pousse. Simplement, Fucis, on ne sait pas traduire, parce que c'est normal. C'est normal de ne pas savoir comment traduire un apax. Ça ne s'appelle pas comme ça chez les dieux. C'est la première fois qu'on voit un mot dont personne ne sait d'où il vient, dont personne n'a aucune idée. On ne sait pas, c'est un mot hittite, tout le monde s'étripe pour savoir ce que c'est le mot lu. Donc c'est la manière dont les dieux disent Fucis. Donc vous avez un apax pour expliquer un autre apax. Donc voilà, il faut arracher quelque chose, donc Fucis, pour le mettre comme contrepoison dans la boisson que propose Circé. Et en même temps, il faut que Ulysse sorte son glaive et accompagne Circé dans son lit et la menace quand même en même temps de son glaive et de son glaive vivant. Donc voilà ce qui se passe, d'accord. J'ai lu ça, l'amour dans la guerre est le moyen, dans la haine mortelle des sexes c'est la base, peu importe. Vous avez vu, vous voyez comme c'est beau tout ça. C'est vraiment extraordinairement beau. Alors, vous avez les caricatures de Caméria, toujours. C'est-à-dire que ça, c'est Ulysse et Circé, mais en caricature. Et vous avez, en même temps, les compagnons d'Ulysse en train de se transformer en cochons. Et puis, vous avez la seule image que j'ai trouvée de... Voilà. La seule image que j'ai trouvée de Hermès en train d'aider Ulysse à extirper cette Fucis qu'il lui faut pour ne pas se faire transformer en cochon. Et ça, c'est une planche d'un livre de Bessler qui explique ce que c'est, à son avis, que Molly, ce serait quelque chose comme ça, une plante tout à fait particulière qui aurait à voir avec de l'ail. Et du coup, on dit, vous voyez, Circé, c'est une vampire. Parce que si on prend de l'ail. Donc voilà mon temps, enfin mon troisième épisode, je ne sais plus. Le quatrième épisode, qui est la manière dont Ulysse chez Circé pratique la langue des hommes. Et je lui adjoins un autre épisode du langage, qui est celui avec Nausicaa. Je trouve extraordinaire la manière dont Ulysse invente le performatif. Je m'explique tout de suite. Lorsqu'il voit Nausicaa, cette jeune fille, cette jeune vierge venue laver le linge avec ses compagnes sur la plage, et que lui est un naufragé, là c'est vraiment la fin de la fin, il a réussi à arriver jusqu'à la plage, il s'endort d'épuisement, il est ignoble, il est souillé, il est épuisé de fatigue, souillé d'écume, etc. Et il y a un ballon qui tombe à côté et ça le réveille. Ce ballon, c'est les jeunes filles qui jouent avec Nausicaa, les servantes qui jouent avec Nausicaa et qui sont en train de laver le linge. Pendant que le linge sèche, elles jouent, et voilà que Ulysse se réveille et voit Nausicaa. Alors, je trouve ça très beau, vous voyez, ce coup de foudre là, Nausicaa au bras blanc. Et puis, à côté, vous avez quelque chose d'un peu plus important pour moi encore, qui est la manière dont Ulysse parle à Nausicaa. Donc Ulysse se réveille et
il est donc ignoble. Quand un suppliant demande protection, eh bien, il prend la personne qu'il supplie au genou. Il la prend au genou et s'il peut au menton en même temps. Et enfin, ça, là, plus personne ne peut rien contre lui. Il est garanti par les dieux en tant que suppliant. Ulysse voit cette jeune fille, mais n'ose pas lui prendre les genoux. Il est trop, d'abord il est nu, ensuite il est trop souillé, et donc il invente un discours qui gagne, Kerdaleon Mutos, un discours plein de gains. Ce discours, c'est, il invente aussi un verbe pendant qu'il y est, il invente le verbe genouiller. Il dit « je te genouille » car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Donc, il invente le performatif. C'est-à-dire que c'est la seule manière de faire pour lui prendre les genoux, c'est de le dire. Et c'est tout le temps indexé comme un discours qui gagne, un discours gagnant. Donc, Ulysse invente le performatif, qui par ailleurs a peut-être été inventé par Dieu quand il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ça, c'est l'invention païenne du performatif pour une jeune fille trop belle pour qu'on la saisisse au genou quand on est soi-même nu et ignoble. Donc voilà, l'invention du performatif, je trouve ça absolument magnifique, comme discours qui gagne. Et je me suis demandé quelles étaient les conditions pour que ça fonctionne. Bien, les conditions pour que ça fonctionne, elles sont dites dans la suite du discours d'Ulysse, s'adressant à Nausicaa, qui est vraiment comme le cantique des cantiques. Il lui dit jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi beau que toi. Ah si, le jeune fut d'un palmier qui montait vers le ciel. Et elle lui répond mais tu es après tout comme un lion des montagnes. Et ensuite, donc, quand Ulysse s'est lavé, parce que les servantes se sont débrouillées pour qu'il ait un trou d'eau, etc., elles ont fait couler de l'huile et tout ça, que Athéna, par ailleurs, a versé la carice sur sa tête, la grâce, eh bien, quand Ulysse réapparaît comme ça, à peu près vêtu, bon, elle lui dit « Ah, tu es comme les dieux des champs du ciel. » Bon. Autrement dit, être le jeune fût d'un palmier, être un lion des montagnes, être les dieux des champs du ciel, pour moi, c'est la condition du cosmos. C'est-à-dire que tout ça rime, tout ça est perméable. L'animal, la plante, l'animal, l'homme, le Dieu. C'est ça, le cosmos. C'est que tout ça fonctionne ensemble, vit ensemble. Et cette coupe de l'oiseleur, je trouve qu'elle est cosmique, justement. Elle dit ça. Vous avez un homme au milieu d'une plante, avec des animaux, avec des oiseaux. Bon, et tout ça est rond comme le cosmos. Enfin, ça respire ensemble, ça conspire. Donc je pense que pour faire un discours qui gagne, en l'occurrence, pour l'inventer, il fallait cette conspiration, cette organisation du cosmos. Voilà. Un discours qui gagne, là je vous ai mis un jeune fût d'un palmier, je vous ai mis un lion des montagnes, et je vous ai mis l'équivalent en peinture, pour moi, du performatif. C'est-à-dire, c'est ce Magritte, la tentative de l'impossible. Vous voyez, il peint quand il peint, ça se fait. Bon, voilà. Donc, je te prends les genoux, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Je trouve ça quand même tout à fait superbe comme invention. Voilà mon dernier épisode, Pénélope. Une fois que vous avez inventé un discours qui gagne, il vous reste quand même une chose à faire quand vous êtes Ulysse, il faut que vous soyez reconnu. Et j'ai déjà défloré la chose en disant que le signe de reconnaissance, c'était le lit enraciné. Pendant que Ulysse est parti 20 ans, pendant qu'il est parti, qu'est-ce qu'elle fait Pénélope? Vous savez tous, elle tisse et elle détisse, elle pleure, et il y a Télémaque qui grandit, et quand Télémaque a de la barbe au menton, il faut qu'elle se remarie. Là, Télémaque part pour chercher son père, mais Ulysse avait bien dit, quand il sera jeune homme, tu pourras reprendre l'époux. Donc ça arrive là, on y est, et Ulysse, simplement Ulysse, les Phéaciens l'ont déposé sur son île, il est donc rentré, mais
il n'a pas arrêté de mentir, il continue de mentir. Donc mentir, attention, pseudos, ça ne veut pas dire mensonge, hein. C'est beaucoup plus que ça. C'est le faux, la fausseté, le mensonge, la fiction. Ulysse est, avec sa métisse, le maître du pseudos, comme Athéna. Athéna, elle est la maîtresse du pseudos chez les dieux. Lui, il est le maître du pseudos chez les hommes. C'est pour ça qu'ils s'entendent si bien. Et quand Ulysse arrive dans son île, il est déposé par les Phéaciens, endormi sur son île, et quand il se réveille, il voit un très beau jeune homme à côté. D'abord, il ne reconnaît rien. Il dit, oh, où est-ce que je suis? Quelle horreur! Enfin bon, il ne reconnaît rien. Puis il y a un jeune homme qui arrive, très beau, qui lui dit, mais tu es Aïta. Et ce jeune homme, en fait, c'est Athéna, parce que Ulysse commence à mentir, en disant, ah oui, peut-être, moi je suis crétois, je suis arrivé avec plein de trésors, voilà, est-ce que tu peux m'aider, etc. Bon, bref, Ulysse ne cesse de mentir jusqu'à la fin. Il ment à Pénélope tout le temps. Il arrive comme un vieillard mendiant, et voilà, il y a toute la série des scènes de reconnaissance avant qu'il soit reconnu comme tel par Pénélope. Donc voilà, les scènes de reconnaissance.